ça c'est ta présentation. Donc je réponds à ce qui est énoncé sur cette feuille. Donc mon nom c'est Domingy, mon prénom Céline, je suis une femme. Mon activité c'est d'être artiste. Natif, ça veut dire notre natif de ce département? Oui. Non. Ma tranche d'âge se situe entre 41 et 50. Comment percevez-vous votre territoire de vie? À la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et les sentiments qu'il vous inspire. Alors déjà, dans la question, le mot territoire, je trouve il me parle pas du tout. Parce que le mot territoire, c'est un mot qui vient de la politique. Et donc moi, je parlerais plutôt de mon lieu de vie ou de mon milieu de vie. Ça, c'est quelque chose qui me parle le plus. Alors sa géographie, c'est un géographe qui pourrait parler de la géographie. Moi, je vais pas parler de la géographie. Ces paysages, je peux les voir quand je suis pas chez moi, mais quand je suis chez moi, je vais pas parler de paysages, je vais parler de lieux que je pratique plutôt. Et ces particularités, voilà, c'est plutôt ce que j'y fais, on va dire, les émotions, les sentiments qui m'inspirent. Donc je peux parler plutôt des émotions et des sentiments de mon lieu de vie. Ça, c'est quelque chose auquel je peux répondre. Les émotions et les sentiments, c'est plutôt un sentiment d'attachement, puisque je suis très enracinée dans cette commune d'ailleurs, où on se trouve, puisque j'y habite, que j'y ai grandi. On est même en train de faire un entretien à l'école où je suis allée à l'école. Donc il y a ce sentiment d'attachement. Il y a un sentiment aussi de joie, parce que je trouve que c'est un endroit qui est très beau, parce que je trouve que c'est un endroit où, comme beaucoup de gens, en fait, je me suis mise à marcher beaucoup depuis le premier confinement. Et du coup, c'est du beau et du bien, en fait. Voilà, le fait d'aller marcher beaucoup ici, dans la forêt, dans les chemins, de voir les maisons, de voir les gens, ça m'inspire beaucoup de plaisir. Et au niveau des émotions, elles sont contradictoires, les émotions que m'évoque ce lieu, cet endroit. Elles sont contradictoires dans le sens où, effectivement, il y a ces émotions très positives, il y a ces sentiments très positifs, mais il y a aussi des émotions très négatives parce que c'est aussi un milieu qui a été très abîmé par des politiques publiques, en particulier, tout au long du XXe siècle. On sait que le monde paysan, il a été très abîmé. Et ça, c'est beaucoup de tristesse, en fait. Dans les discussions qu'on peut avoir avec mon père, c'est quelque chose que je partage avec lui, parce que il évoque souvent la tristesse de voir beaucoup de terres en jachère, beaucoup de terres qui sont plus cultivées, et cette grande interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le milieu agricole et dans le milieu paysan. C'est vraiment une grande question aujourd'hui. Donc il y a à la fois du drame et à la fois évidemment de l'espoir, parce que bon, on est dans un monde dans lequel on va vivre dans le futur, on a encore des années à vivre, donc voilà. Mais c'est des émotions et des sentiments à la fois partagés en fait, mais puissants, à la fois dans la tristesse, mais à la fois dans le bonheur. Alors notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Moi je mettrais 9, parce que je vous dois m'expliquer. Je peux. Je mettrais 9 parce que la question de la qualité, c'est une question... Parce qu'il y a de la place, en fait. Il y a de la place pour faire... il y a de la place pour, a priori, avoir du temps, même si, en fait, c'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on a plus de temps qu'en ville, parce qu'en fait, on est dans le même monde et, en fait, on est soumis au même rythme de travail. Donc, le temps, on y court toujours après, même si on vit à la campagne. Et mes qualités de vie, parce qu'effectivement... il y a des personnes qui sont... il y a une qualité de convivialité, je dirais aussi. Je sais que toutes les personnes qui sont dans ces alentours, je peux compter sur elles. Enfin, il y a un réseau d'entraide, il y a toujours quelqu'un si on a besoin aussi. Donc cette question de convivialité, de convivialisme, je dirais même, elle est très présente. Et voilà, je dirais ça. Quand je parle de convivialisme, je parle évidemment de l'héritage
de tout ce mouvement de sociologue, hein, Alain Caillé, et, et de ces échanges qu'il peut y avoir, des échanges informels, des échanges de sociabilité. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire ? Cela peut être un personnage inspirant, un moment historique ou anecdotique ou quelque chose de plus invisible. C'est peut-être le fait d'être ici dans le bourg de Pauillac, mais un événement marquant ici, c'est la fête du village, je dirais, qui avait lieu le 15 août, qui est en train de renaître de ses cendres, mais qui est inspirant parce que c'était une fête qui est née dans le village à la fin des années 60, au début des années 70, pardon, et qui était le fruit en fait du désir d'un grand nombre d'habitants de partager quelque chose ensemble, de se retrouver, de préparer cet événement que tout le monde préparait bénévolement juste pour le plaisir de se retrouver. Donc ce sont des valeurs qui sont, je pense, inspirantes aussi aujourd'hui. Ces questions d'implication pour des choses qu'on va partager, mais qui ont aussi une dimension politique, puisque participe à la vie, à ce qui fait le socle de notre vie commune, sur la commune. Alors, si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, son état d'esprit ? Un chevreuil. Un chevreuil parce que c'est sauvage, parce que c'est près des hommes, mais c'est à la fois très loin, on ne sait jamais où ils vont. C'est toujours un peu caché, et pourtant il y en a plein. Et ils sont très nombreux. Donc ça peut être une personne animale. Voilà, moi je dirais un chevreuil. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il ? Alors ça, le paradoxe, ça c'est un mot intéressant parce que je vais m'appuyer justement sur des choses que je t'ai déjà entendu formuler. C'est la question du vide et du plein. C'est que pour les gens de l'extérieur, c'est un territoire, pour reprendre ce mot que je trouve qu'il faut manier avec des pincettes, qui peut paraître comme un vide, parce qu'effectivement, au niveau du boulot, c'est pas simple pour beaucoup de monde, parce qu'effectivement, c'est pas un territoire riche, on va dire le territoire géographique n'est pas un territoire riche, et pourtant c'est un plein. C'est un plein parce que je pense qu'ici, la façon dont la ruralité a été abîmée et dont ce territoire, ces communes ont été abîmées, cet abîmage, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu comprends l'idée, n'a pas été total. Il y a des forces en fait qui survivent, et je crois que ces forces, elles sont réelles et présentes, d'une part. Donc il y a à la fois ces choses négatives, mais il y a aussi ces forces qui sont présentes. Et d'autre part, et ces forces, elles sont présentes pas forcément là où on les suppose. Par exemple, quand je vais me balader, il y a des gens que j'aime bien croiser, c'est les chasseurs. Je trouve ça très intéressant, le rapport qu'ils ont avec la forêt, avec... la pratique de chasse, elle est complexe. Mais par exemple, sur les expérimentations que je mène ici, sur la commune de Pauillac, par exemple, et au-delà, eh bien, pour inviter les gens de la commune à y participer, j'ai envoyé un petit message, là je parle des géorgiques, j'ai rédigé un petit texte pour la gazette de la commune, et il y a même pas un mois, je croise quelques chasseurs un dimanche ou un mercredi, et le président de la chasse me dit « Ah, mais ça m'intéresse beaucoup, moi aussi je voudrais participer, je voudrais accompagner des promenades, ça m'intéresse. » Donc voilà, il y a des gens comme ça qui sont des groupes sociaux qui sont parfois assignés à un rôle ou à un regard qu'on peut poser sur eux. Et c'est plus compliqué parce que c'est aussi des groupes sociaux qui ont un contact et qui ont une connaissance à leur endroit du territoire, pour reprendre ce terme, que d'autres n'ont pas. D'une part, et par ailleurs, ils ont aussi un contact avec le sauvage, avec les animaux migrateurs, que personne d'autre n'a qu'eux, en fait. Donc là, il y a un endroit de contact qui est très, très passionnant et complexe, en fait.
Voilà pour parler d'un autre paradoxe. Et un autre registre de paradoxe entre le vide et le plein, c'est aussi la question, voilà, il y a effectivement en Lot-et-Garonne et en particulier dans la vallée du Lot beaucoup de terres agricoles qui ont été appauvries, abîmées. Et en même temps, il y a certaines zones où on a des réservoirs au niveau de la biodiversité avec des espèces qui sont nulle part ailleurs et avec une énorme, enfin une très très grande richesse d'espèces et voilà, c'est aussi un plein. Donc un vide n'est jamais qu'un vide. Un vide est toujours le plein de quelque chose. Enfin, c'est des notions qui sont très intéressantes aussi à envisager cette question du vide et du plein. C'est toujours, faut toujours situer d'où on parle. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Je pense qu'il en a plein de secrets et j'espère bien qu'ils ne seront pas tous dévoilés. Et j'espère bien qu'ils ne seront pas dévoilés parce que je pense qu'il ne faut pas que les campagnes il faut qu'elle résiste à cette espèce d'injonction à l'identité, au repérable, à ce qu'on va pouvoir communiquer. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait des secrets. Donc, même si j'en connaissais, je ne les dirais pas. C'est ton côté chevreuil. C'est mon côté chevreuil, oui. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Les choses que je peux faire ici, c'est des choses qui sont liées à ma maison et à mon lieu de travail. J'ai la chance de vivre dans une maison qui fait 100 mètres carrés pour moi toute seule. Donc travailler ailleurs dans 100 mètres carrés, je pense que ça serait compliqué. Alors qu'ici, j'ai ce luxe-là. Et d'avoir beaucoup d'espace. J'ai du terrain aussi. Donc cette question des espaces de travail, ça c'est vraiment ici un luxe en fait, qu'on n'a pas, je pense, dans les grandes villes, vu le prix des loyers. Ce que je peux faire ici aussi, alors il y a un truc très bateau, c'est des marches. Moi, je me suis mise beaucoup à marcher. Mais on pourrait me rétorquer qu'on peut marcher ailleurs. Mais en fait, ce qu'on peut faire ici au quotidien, quand on habite le lieu, c'est que les marches, on peut faire les mêmes tous les jours. Et cette récurrence et cette fréquentation, parce que le mot fréquentation, je trouve très fort, très important, de fréquenter les endroits tous les jours, c'est autre chose que de faire une marche qu'on découvre et où on découvre un paysage extraordinaire et c'est très beau, mais de fréquenter un lieu et de l'avoir dans la peau et de pouvoir repérer les choses, toutes les variations qui se jouent au fil des jours, au fil des saisons, ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire, que je peux faire ici mais que je peux pas éprouver ailleurs. Et après il y a des choses ici, non j'aurais pu parler de ce qu'il y a ailleurs qu'il n'y a pas ici, mais voilà. La question suivante, il vient. Quels sont les manques ou les faiblesses de ce territoire? C'est une question très compliquée, ça, les manques et les faiblesses, je trouve. Je pense que quelqu'un qui serait à un autre endroit que le mien, va dire professionnellement, il pourrait parler de la difficulté de trouver du travail. Parce que ça, c'est vrai que c'est compliqué, je pense. Parce que dès que c'est compliqué cette question, parce que dès que tu pointes un manque, en fait, il y a toujours le contre-argument qui vient. Donc, en fait, ce qui me manque le plus ici, c'est finalement des personnes qui sont l'éloignement de certaines personnes, en fait. Mais en même temps, c'est normal qu'on soit pas tous au même endroit. Mais voilà, la vie fait qu'à certaines périodes de ta vie, tu vis dans des grandes villes, tu vis à des endroits, et puis ensuite les gens se déplacent. Donc voilà, ça c'est un manque. Et après, au niveau des faiblesses, moi je pense que ce qui peut les manques et les faiblesses, en fait, elles sont pas endémiques. Les manques et les faiblesses, elles sont générées par un système plus large, en fait. Donc je pense que cette question, c'est compliqué d'y répondre, en fait. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? Justement, moi j'ai l'impression qu'on peut tout faire.
Mais qu'est-ce qui nous en empêche en fait? Qu'est-ce qui nous en empêche? Parfois c'est les moyens, c'est l'argent, donc c'est pas lié au territoire ça. C'est pas lié à la pauvreté, c'est lié à l'accès à certains moyens. Donc c'est ça qu'il faudrait réenvisager en fait. Ce qu'on peut pas faire, c'est ce qu'on peut pas faire par certains moyens qui nous viendraient d'ailleurs, et la façon dont les moyens sont distribués n'est pas équitable en fait à l'échelle nationale, régionale ou nationale. Parce qu'on est ce département, il est toujours envisagé comme un département pauvre à développer, et jamais à travers ses forces. Il est toujours envisagé à travers ses faiblesses ou ses manques. Donc ça, c'est aussi un problème. On a l'impression d'être un pays du tiers-monde, en fait. Moi, je trouve que la comparaison avec les politiques coloniales, elle serait fort intéressante à être creusée par des chercheurs qui sont aiguisés, on va dire, conceptuellement pour envisager ça. Et ça m'évoque, en fait, ce qui s'est passé dans les Landes, en fait, au XIXe siècle. Le fait qu'on a considéré que les Landes, les marécages, les populations pauvres, parce qu'ils vivaient pas grand-chose, être pauvre, c'est pas la misère, quoi. C'est bien de distinguer ces deux termes. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelait Majid Ranema, iranien, qui a beaucoup travaillé jusqu'aux années 80 au développement économique de pays africains, me semble, et qui a publié un texte pas très longtemps avant de mourir qui s'appelait « Quand la misère chasse la pauvreté ». Et voilà, donc on est souvent dans des politiques qui confondent la pauvreté et la misère. On peut vivre avec peu, on est pauvre et c'est pas indigne d'être pauvre. Par contre, la misère, c'est indigne. Et donc, voilà, dans le 19e, dans les Landes, on a déconstruit complètement toute une population qui vivait de peu, mais qui vivait là, dans des terres qui étaient plus ou moins marécageuses, etc. On a assaini tout ça, on a planté des pins sous prétexte de développement économique. Et voilà, on est dans des politiques qui sont du même ordre que les politiques coloniales, quoi, en fait. Donc, il faut faire attention quand on parle de manque, de faiblesse d'un territoire. Voilà, et alors la prochaine question, qu'est-ce qu'il manque principalement pour son développement? Voilà, la question du développement, le mot développement, il est quand même très problématique, puisqu'il évoque toutes ces politiques, en fait. Et on voit bien que dans le monde rural, on a des politiques publiques qui ont détruit le tissu social, tout le socle anthropologique du monde rural. Quand je parle de socle anthropologique, je me réfère au travail qu'on menait, qui a été publié en 2016 par deux sociologues qui s'appellent Yves Dupont et Pierre Bitoum. Un ouvrage qui s'appelle Le sacrifice du paysan, une catastrophe anthropologique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, amorcé au XIXe, par le biais de l'industrialisation de la campagne. Donc l'industrialisation, tout ce qu'elle a pu générer, mais à la campagne, dans les territoires ruraux, elle a complètement démantelé en fait le socle anthropologique de notre société, enfin qui passe justement par le lien à la terre en fait. Et donc voilà, tout est détruit et après on va faire du développement, quoi. Donc là il y a un moment où il faut changer de paradigme en termes de lexique. C'est plus du développement qu'il faut faire. C'est quoi? Ben, ça, c'est une réflexion. On ne peut pas y répondre comme ça. Mais le mot développement, il est à réinvestir. Il est à interroger. Et notamment, les géographes y ont beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai pas. C'est vrai. Enfin, oui. Le mot développement, en fait, toutes les gens qui y ont travaillé. C'est plutôt toute la pensée de la décroissance qui a toute une pensée très critique sur la question du développement. Donc, il faut aller voir Serge Latouche, etc., quoi. Une idée même folle ou irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Toutes les idées qu'on peut avoir.